Donc le messianisme, c'est-à-dire la royauté qui est essentiellement axée sur le messianisme, donc c'est la volonté divine qui prime. Et ce sont des prêtres qui interprètent la volonté de Dieu et qui viennent transmettre cela justement donc aux autorités politiques, aux autorités administratives, aux autorités militaires, etc. pour que justement voilà, donc, puisse régner la mat et le droit divin. Voilà donc ce qui se passe. Et ça, c'est la royauté basée sur le messianisme. Aujourd'hui, vous pouvez voir d'autres royautés qui sont basées sur la démocratie ou bien d'autres valeurs, etc. Mais ça, ce sont des royautés, voilà, donc des pseudo-royautés, hein, voilà, donc ce ne sont pas des rois proprement parlant, voilà, donc parce que le messianisme, je vous ai dit que ce sont des pères fondateurs qui ont reçu le Saint-Esprit et qui, voilà, donc règnent sur l'Égypte, donc à tour de rôle, par foyer, par famille. Donc c'est dans ce cercle-là que justement les rois étaient toujours tirés. Maintenant, il faut savoir que voilà, donc l'Égypte est concernée par toutes ces familles, toutes ces dynasties-là. Donc il faut savoir que la gamme des tribus en Égypte, quand on tient compte du fait qu'on a été jusqu'à 17 dynasties, on peut situer cela au moins à 17 tribus au moins. Donc ça gravite autour de 17 tribus. Il faudra les chercher. Je ne vais pas être là à énumérer toutes les tribus qui concernent la Casamance et les Diola ou bien l'Égypte antique. Mais dans la Bible, on nous parle de 12 tribus. Donc 12 tribus d'Israël. C'est ce qu'ils disent. Mais en tout cas, le nombre exact, on n'est pas obligé de le trouver. Même si je l'avais trouvé, je ne vais pas le partager parce qu'il faut quand même préserver certaines informations. Il faut les garder secrets. Voilà, donc c'est ça. Mais il faut savoir que ça gravite. Ce n'est pas, on ne sort pas des 20. Voilà, donc on ne sort pas des 20. Donc ça gravite autour d'un chiffre qui ressemble à cela. Donc c'est un nombre à 2 chiffres. Voilà, donc c'est de cela dont il est question. Les tribus, voilà, donc qui sont concernées et qui peuvent accéder justement à la royauté messianique. C'est la royauté originelle. Voilà, donc vous pouvez aller dans le monde entendre des rois par-ci, des rois par-là. Aucun d'entre eux n'est réellement roi. Il n'est même pas de sang royal. D'ailleurs, même quand on va parler c'est-à-dire de l'empire du Sine Saloum ou bien de l'empire du Ngabou, vous allez voir que voilà, donc cette question de la royauté là et du sang royal sera un sujet central dans la construction de l'État du Sénégal. Donc ça, je ne vais pas sauter du coq à l'âne. Progressons petit à petit. Quand on en arrivera là, vous verrez que la question du sang royal sera âprement discutée ici au Sénégal dans la construction de l'État du Sénégal. Voilà, donc je reviendrai là-dessus. Mais il faut savoir que dans cette question de la royauté au niveau de l'empire, c'est-à-dire du royaume messianique en Égypte, voilà, donc à cette période-là même, l'Égypte va passer de la royauté au messianisme. Et ça va passer de la royauté messianique au système impérial. Voilà, donc c'est avec ce Aramosis-là que l'Égypte commencera à devenir un empire. Qu'est-ce que c'est qu'un empire? Il y a plusieurs formes d'impérialisme. D'abord, il faut savoir que l'impérialisme est inhérent à tout État, c'est-à-dire chaque État, dès lors que c'est un État, c'est un empire. Voilà. Mais on commence à parler d'impérialisme dès lors que l'État en question projette justement de s'épandre et de se répandre. Voilà les deux termes qui sont très importants dans ce qui est question d'impérialisme. Voilà. Pourquoi donc parle-t-on d'impérialisme avec l'Égypte? Parce que justement, l'Égypte commence à étendre ses tentacules hors du continent africain. Parce que depuis l'avènement de l'Égypte, il y avait des provinces à l'intérieur de l'Égypte, notamment l'Éthiopie. L'Éthiopie était une province de l'Égypte. On l'appelait à l'époque Éthiopie. Le mot Éthiopie, ça vient du Diola Éthiop, qui signifie le clou. Voilà. Donc j'ai vu même un arabisant, un arabe, voilà, donc qui vantait l'islam en disant que dans le Coran, Dieu a évoqué les montagnes en les désignant comme étant des clous qu'il a pris pour fixer les plaques continentales. Voilà, donc comment est-ce que voilà, donc, le Coran a pu savoir cela à une époque où vraiment donc, la science n'était pas
Voilà, donc c'était pour vanter les mérites de l'islam. Mais il faut savoir que c'était déjà connu depuis l'Égypte, avant même la naissance de l'islam. Voilà, dans la religion que nous pratiquions à l'époque en Égypte et dans la langue diola, voilà, donc on désigne ce pays-là. Éthiopie, ça vient de Éthiopie qui signifie le clou. Allez-y demander, jusqu'à l'heure où je vous parle, le mot Éthiopie, voilà, est utilisé pour désigner un clou. C'est pour vous montrer que dans la langue diola et dans la mentalité diola, dans la religion qu'est la civilisation, donc il était déjà connu que l'Éthiopie, donc les montagnes, étaient donc des clous que l'on avait placés sur les plaques continentales pour les fixer. C'est pourquoi on désigne l'Éthiopie du nom de Éthiopie, c'est-à-dire Éthiopie, qui vient de la langue diola Éthiopie. Voilà, c'est pareil pour tous les pays qui sont dans le continent. Donc la majeure partie des pays du continent donc portent des noms en provenance de la langue diola. Je vous ai dit que la langue diola, c'est la toute première langue d'érudition au monde. Voilà, donc c'est pourquoi, compte tenu du fait que c'était la langue d'érudition au monde, donc c'est la langue à partir de laquelle, donc administrativement parlant, les cartes étaient faites, la cartographie était faite, parce que les Européens, ils n'ont pas inventé les cartes. Les cartes existaient depuis. Voilà, donc ce sont les anciens Égyptiens qui ont inventé les cartes. D'ailleurs, même quand on parle de continent, le mot continent, ça vient du diola. C'est ce que ça kotna, c'est-à-dire les pays qui font bloc. Quand on traduit cette phrase-là en diola, c'est-à-dire si ce que ça kotna dans la langue diola, donc on dira les pays qui font bloc. Voilà, donc c'est ça que ça signifie continent. Donc le mot, c'est un mot diola. Voilà, donc on ne l'invente pas. Je vous ai dit, plus de 70% des mots contenus dans le dictionnaire français, rien que pour ça, le dictionnaire français, sont des mots en provenance de la langue diola. Voilà, donc avec ce aramosis-là, l'Égypte va non seulement s'agrandir, donc il va passer d'un royaume messianique pour devenir un État impérial, parce que tout simplement il commence à y avoir des provinces en dehors du continent africain. D'ailleurs, vous allez voir que la base militaire qui était à Bouto au nord de l'Égypte va passer de l'Égypte pour aller de Bouto pour aller à Ninive. Aujourd'hui, quand vous étudiez dans la Bible, on vous dit que Ninive se situe en Turquie. Il faut savoir que Ninive était d'abord en Égypte, au nord de l'Égypte. Maintenant, c'est dans l'agrandissement de l'Égypte que Ninive va se retrouver hors de l'Égypte. Parce qu'il faut savoir que les Européens, ils disent Ninive, les Anglais, c'est-à-dire les Français, ils disent Ninive, les Anglais vont dire Nineveh, et les Arabes, ils vont dire Ninawa. Mais le mot Ninive, ça vient du diola, c'est-à-dire de l'égyptien ancien, Neine. On dira Bataku Nineku. Voilà, donc c'est ça. C'est pour vous dire tout simplement que l'armée égyptienne, les soldats égyptiens, on les appelait Kunineku. Voilà, donc il faut savoir que l'armée de l'Égypte pharaonique était située au nord. D'abord, c'était au nord de l'Égypte, dans la région de Bouto. Voilà, donc un peu vers la Libye. Voilà, donc l'Égypte vers la Libye, mais ça va s'élargir, donc le quartier général, donc les bases militaires vont s'élargir jusque vers la basse Égypte, c'est-à-dire dans le bassin égyptien, vers la région de l'Alexandrie, hein, et ça va même aller vers le nord et complètement transiter vers la mer Méditerranée et aller complètement vers la Turquie. C'est lorsqu'on va entrer dans l'Empire ottoman, hein. Voilà, donc il faut savoir que l'Empire ottoman est né sous les auspices des anciens, c'est-à-dire des pharaons. Donc il faut savoir même que c'est pour les causes de l'Empire ottoman que d'ailleurs, voilà, il va y avoir le premier coup d'État contre Akhenaton. Parce que Akhenaton, c'est sous son esprit, parce que Akhenaton, il était un pharaon de l'Empire ottoman. Il n'était pas seulement un pharaon de l'Égypte. Akhenaton était un pharaon de l'Empire ottoman. Voilà, ça, ce sont des informations qui sont très importantes à savoir, mais je veux que vous sachiez que dès lors que l'Égypte va passer de royaume messianique pour devenir un État impérial, il va se passer énormément de choses qui vont même dépasser, c'est-à-dire sortir du contrôle même des pharaons, et c'est ce qui va amener justement au premier coup d'État contre
Akhenaton. D'autres vous diront qu'il aura été déporté, d'autres qui vous diront qu'il a été tué, mais même son fils, Toutankhamon, va être tué. Il y a énormément de choses à dire. On reviendra et on va essayer de tout mettre dans l'ordre pour mieux vous le présenter. À la prochaine.